Le jeune Bojji est le prince du royaume de Boss. On le méprise et on se moque de lui parce qu'il est incapable de parler et d'entendre. Mais même avec ce handicap, le prince Bojji reste fort de cœur et a toujours le sourire aux lèvres. Bien qu'il soit né de parents géants, il reste ironiquement le plus petit à parcourir le royaume de Boss, ce qui explique en grande partie qu'il soit la risée de tout le royaume. Un jour, il décide de se promener à l'extérieur du royaume et tombe sur un être de l'ombre nommé Cage. Cage tente d'abord de voler le prince, mais il se rend vite compte qu'il ne peut ni entendre ni parler. Cependant, ils parviennent tous deux à établir un moyen de communication. Bojji observant les mouvements de la bouche de Cage et Cage, comprenant simplement les marmonnements de Bojji. Comme il n'a pas d'argent à donner, Cage lui ordonne d'enlever ses vêtements de luxe et de les lui donner. Au lieu d'être traumatisé par ce volume, Bojji affiche un sourire radieux en se déshabillant comme on le lui a demandé. Il le fait volontiers, car il considère Cage comme un nouvel ami qu'il s'est fait au milieu de tous les autres qui n'ont tendance qu'à remarquer ses défauts. Avant de partir, Cage lui dit de revenir le lendemain et de lui apporter des vêtements plus chers, ce que Bojji accepte. En partant, il rentre chez lui en sous-vêtements en traversant la place de la ville, ce qui amène les gens du peuple à se moquer de lui et à le considérer comme un plus grand imbécile qu'avant. Au cours des jours suivants, Bojji retourne régulièrement rendre visite à Cage et lui donne volontiers ses vêtements à chaque fois. Après ces visites régulières de Bojji, Cage commence lentement à se rapprocher de lui et on peut dire qu'il le considère maintenant comme un ami. Un jour, après une visite, Cage décide de le suivre dans son royaume pour voir à quoi ressemble sa vie là-bas. Il suit donc Bojji et n'est pas surpris de voir qu'on se moque de lui à cause de sa nudité. Il le suit ensuite jusqu'au palais où il tombe sur la reine, qui est très énervée par le fait qu'il ternit le nom de leur famille en se promenant dans le royaume sans aucun vêtement. Bojji est le premier prince, ce qui signifie qu'il va devenir roi un jour, mais sa mère pense le contraire et dit que son frère cadet Deida est plus apte à devenir roi parce qu'il n'a pas de handicap et qu'il n'agit pas de façon stupide. Bojji a maintenant un air triste sur le visage alors qu'il retourne dans sa chambre, mais avant d'y arriver, il est arrêté par un garde qui l'informe que le roi veut lui parler. Avant d'aller voir le roi, Bojji se rend dans sa chambre pour s'habiller. Cage continue de le suivre et le voit s'effondrer en larmes à cause de toutes les insultes et moqueries qu'il subit. Cage, assis dans un coin, assiste à la scène et commence à se sentir misérable pour lui, sachant que c'est en partie de sa faute. Après le départ de Bojji, Cage tente de le suivre, mais il est immédiatement stoppé par Biban, le maître d'escrime de Dida. Biban reconnaît Cage comme un membre du clan des Ombres, un ancien clan connu pour être composé d'assassins. Il suppose alors que Cage est venu assassiner un membre de la famille royale et tente de le tuer. Cage fait de son mieux pour expliquer qu'il n'est pas là pour tuer qui que ce soit, mais Bibi ne le croit pas. Il lui lance alors une dague pour le distraire, ce qui permet à Cage de s'échapper pour le moment. Pendant ce temps, alors que Bojji rend visite à son père, celui-ci exprime sa déception face au manque de progrès de son fils dans son entraînement pour devenir roi. Alors qu'il continue de parler, il se met soudainement à cracher du sang à cause d'une maladie mortelle qu'il a contractée il y a quelque temps. Cette maladie le convainc que sa mort est proche, ce qui explique pourquoi il tient tant à faire de Bojji un roi compétent le plus rapidement possible. Après cela, il ordonne au meilleur maître d'escrime du royaume, nommé Domas, de faire tout son possible pour enseigner à Bojji comment devenir un véritable épéiste. Plus tard dans l'après-midi, Bojji s'entraîne avec Domas, mais à cause de son manque d'énergie et de sa mauvaise posture, son maître doute qu'il puisse un jour devenir un bon épéiste. À ce moment-là, le deuxième prince, Dida, entre avec son épée et dit à Domas qu'il veut s'entraîner avec lui. Bien que Dida ait la réputation d'avoir vaincu le meilleur capitaine lors d'un combat d'entraînement, Domas pense toujours qu'il est un peu trop sûr de lui. Peu après, le duel commence et Domas est très impressionné par l'énergie brute et explosive que Dida dégage au combat. Il croit que Dida possède l'art de l'épée d'un véritable roi, et à partir de ce moment-là, il se réjouit de pouvoir l'entraîner.
Bien que Dida se révèle être un adversaire digne, Domas parvient tout de même à le vaincre en frappant son épée pour la lui faire lâcher. Dida tombe alors au sol et ressent de la frustration face à sa défaite. Pendant ce temps, Bojji assiste à tout le combat et ne veut pas être laissé de côté. Il défie donc Dida en duel pour lui montrer qui est le patron. Quelques minutes plus tard, la nouvelle du combat entre les deux frères se répand dans tout le château et tout le monde, y compris Cage, accourt pour voir qui en sortira vainqueur. Tous les spectateurs sont convaincus que Dida va l'emporter sans le moindre effort, à l'exception d'un garde blond qui connaît son véritable potentiel. Dans les instants qui suivent, le match a commencé, et Dahita ne perd pas de temps pour commencer à lui lancer des attaques. Mais à la surprise générale, Bojji est capable d'esquiver rapidement ses attaques et le frappe au sommet de la tête. Mais l'attaque est trop faible pour infliger des dégâts, et elle ne fait que défaire un des cheveux de Dahita. Cage, qui pensait initialement que Bojji allait se faire botter les fesses, assiste au combat et se réjouit de voir que Bojji s'en sort plutôt bien. L'histoire s'interrompt ici et nous ramène dans le passé, à l'époque où la famille de Cage a été anéantie. Un jour, le royaume a décidé de lancer une attaque contre tout le clan de l'ombre pour le faire disparaître. À l'aide de leurs lances, ils parviennent à tous les tuer, à l'exception de Cage et de sa mère. Comme ils sont les seuls à rester, ils réussissent à s'enfuir dans un champ vide avec la mère de Cage, le tirant par le bras pendant tout ce temps. À un moment donné, sa mère se rend compte que les chevaliers vont finir par les rattraper et elle envoie Cage seul, ce qui lui permet de s'en sortir sain et sauf. Peu après, les chevaliers arrivent comme elle l'avait prévu et finissent par la tuer. Pendant ce temps, Cage s'enfuit à toute vitesse, les larmes aux yeux, car il a été séparé de sa mère. Après cela, les soldats atteignent Cage, mais il est sauvé par un père et sa fille qui le cachent dans sa peluche pendant que les chevaliers arrivent. Après leur départ, le père et la fille lui font savoir qu'ils ne peuvent pas lui apporter plus d'aide que cela et l'orientent vers un royaume voisin où ils pensent qu'il sera plus en sécurité. En arrivant au royaume, les choses continuent à devenir si difficiles pour lui qu'il n'a pas d'autre choix que de voler un vendeur de fruits, mais il est pris sur le fait, ce qui lui vaut d'être battu et jeté dans la ruelle comme un vulgaire déchet. Alors qu'il attend de mourir de faim, un homme arrive dans la ruelle et lui offre ses restes que Cage dévore en quelques secondes. Il l'emmène ensuite chez lui et le traite comme un esclave en échange de quelques restes de nourriture. Malgré cela, Cage le considère comme une figure paternelle dans sa vie, car il n'a personne d'autre à qui s'adresser. Une nuit, les chevaliers font irruption dans la maison à la recherche de Cage, car l'homme qui l'a recueilli les a renseignés sur sa localisation en échange d'argent. Heureusement pour Cage, il réussit à échapper aux chevaliers en utilisant les ombres à son avantage. Le lendemain, il frappe à la porte et on lui dit de partir, car l'homme ne veut plus rien savoir de Cage. Plus tard dans la nuit, l'homme est poignardé à mort dans un bar, ce que Cage découvre avec effroi malgré le mauvais traitement qu'il a subi. Depuis ce jour, Cage a sombré dans le crime, volant de l'argent et des objets par tous les moyens possibles, jusqu'à ce qu'il rencontre Bojji, bien sûr. De retour au présent, Bojji vient de porter un faible coup qui frustre tellement Daihira qu'il continue à lancer une large gamme d'attaques agressives. Bojji parvient facilement à esquiver chacune d'entre elles, puis à les faire suivre d'un coup faible, parce qu'il n'est pas assez fort pour manier l'épée avec autant de puissance. Bien qu'il esquive rapidement les attaques, Domo considère que ce style de combat est quelque peu lâche. Il utilise donc le langage des signes pour lui dire d'arrêter d'esquiver et de se battre en échangeant des coups. Bojji n'a d'autre choix que de suivre ses instructions, et puisqu'il ne peut pas esquiver, Daihira le bat à moitié mort en le frappant à plusieurs reprises avec son épée. Cage regarde cela de loin et le sourire qu'il avait auparavant sur son visage s'estompe presque instantanément. Une fois le combat terminé, Daihira est déclaré officiellement vainqueur par Domo, puis il sort de l'arène. Environ 1 heure plus tard, Bojji a été pansé et est allongé dans un lit avec des blessures sur tout le corps. Domo s'assoit près du lit et reconnaît qu'il était effectivement très doué pour l'esquive, mais même avec cela,
Domo pense que la prochaine personne à diriger le royaume devra également être capable de frapper son adversaire de front, ce que Bojji n'est pas capable de faire. Après avoir dit cela, Domo quitte la pièce avec un soupçon de culpabilité sur l'épaule. Bojji reste seul et, au bout d'un moment, il commence à se sentir très frustré. Malgré son état de santé, il se lève du lit et tombe sur le sol en rampant vers une épée pour tenter de la ramasser, mais il n'y parvient pas à cause de son état de santé. Tout à coup, Cage surgit de nulle part, ce qui le surprend. Bojji tente immédiatement de se rendre dans son armoire, car il pense que Cage est venu chercher des vêtements. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Cage l'informe qu'il ne lui prendra plus rien. Il ajoute également qu'il soutient totalement Bojji et qu'il croit qu'il deviendra un jour le meilleur roi de tous les temps. Bojji entend cela et commence à verser des larmes de joie car il vient de rencontrer la première personne à croire en lui. Quelques heures plus tard, alors que Bojji est endormi, Cage reste sous son lit jusqu'à ce qu'il aperçoive sa mère qui entre doucement dans la chambre. Il pense d'abord qu'elle est là pour le blesser encore plus, mais à sa grande surprise, elle utilise sa magie pour soigner ses blessures, ce qui lui permet de retrouver son apparence habituelle. Le lendemain matin, le roi meurt de mort naturelle, et toute la famille est dévastée par cette nouvelle. Après avoir exprimé leurs émotions, ils se rassemblent pour écouter les détails du testament pendant sa lecture. L'assistant juridique du roi lit le testament à voix haute et annonce que Bojji a été choisi pour succéder au trône et devenir le prochain roi. Dahira s'énerve dès qu'il entend cela, car on lui a toujours dit qu'il serait celui qui succéderait au trône à la place de Bojji. À ce moment-là, un gigantesque démon rouge apparaît de la bouche du roi et pointe directement en direction de Bojji avant de lâcher un rire maléfique, puis de disparaître. Furieux, Dahira consulte son miroir magique, car il n'a pas fini par devenir roi comme il le lui avait prédit. Le miroir magique s'illumine et prend son visage tout en rassurant Dahira qu'il finira par devenir roi. La cérémonie de couronnement a lieu le lendemain et Bojji s'assoit sur le trône, prêt à être intronisé. Cependant, Domo annonce que Dahira sera le nouveau roi à la place de Bojji. Cette décision a été prise par la reine, qui a choisi d'annuler le testament du roi, car elle ne pensait pas que Bojji pourrait devenir un bon roi. Pendant ce temps, Cage a été capturé par Beban et enfermé dans un cachot souterrain. Après un moment, il trouve le courage de s'entailler la peau pour se libérer. Cependant, au moment où il est sur le point de s'échapper, Beban l'arrête et lui demande quel est son objectif. Après que Cage s'explique, Beban est surpris d'apprendre qu'il a un lien avec Bojji. Ce même après-midi, Beban va voir Bojji et lui dit que son ami Cage est parti pour un long voyage, ce qui signifie qu'il ne le reverra jamais. Bojji fond en larmes en entendant cela, mais il se souvient alors que Cage lui a promis de rester avec lui quoi qu'il arrive. Bojji se demande alors si Beban dit la vérité, et il s'empresse de courir pour obtenir une réponse. Pendant ce temps, le roi Dahira se tient au sommet du château et ordonne à Beban de tuer les deux gardes, Apis et Sandio, qui n'ont pas voté pour qu'il devienne roi. Beban reçoit cet ordre et n'a d'autre choix que de l'exécuter, même s'il craint que le miroir magique n'obscurcisse le jugement de Dahira. Un peu plus tard, Bojji se rend sous terre pour rencontrer l'animal de compagnie de Beban, un serpent géant nommé Mitsumada, afin de savoir si Cage est vraiment parti. Interrogé par Bojji, Mitsumada dénonce Beban en disant qu'il a capturé Cage et qu'il le retient actuellement en captivité. Cependant, Cage est toujours en sécurité car Beban lui a confié une tâche et l'a en fait envoyé en voyage. Beban suit les ordres du roi Dahira et tente d'assassiner les gardes qui n'ont pas voté pour lui, mais cela ne l'avantage pas car il se fait tuer après quelques échanges. En quittant la grotte, Bojji reste assis à sa fenêtre pendant un moment et décide finalement de partir à la recherche de Cage. Il demande la permission à sa mère, mais celle-ci lui dit carrément non, car elle ne le croit pas capable de le faire. Bojji décide tout de même d'aller à l'encontre de la volonté de sa mère en préparant ses bagages pour partir en voyage. Il attache plusieurs draps ensemble et s'en sert comme d'une corde pour descendre. Alors qu'il descend, sa mère le surprend et en est choquée. Le garde du corps de la reine soulève Bojji en tirant sur la corde,
mais celle-ci se détache et il tombe. Les muscles de Bojji étant faibles, il ne peut plus s'accrocher au mur et tombe directement sur le sol. Sa mère s'en aperçoit et s'inquiète tellement qu'elle saute presque par la fenêtre avec lui. Elle descend alors les escaliers et se met en mode bestial tout en utilisant sa magie de subsistance pour guérir Bojji de toutes ses contusions et blessures. Lorsque Bojji se réveille, elle tente de le gifler mais n'y parvient pas car elle a perdu connaissance. Plus tard dans la nuit, elle se réveille et passe le reste de la nuit éveillée à penser au voyage de Bojji. Le lendemain matin, elle se rend dans la chambre de Bojji et l'autorise à faire ce voyage, mais seulement en compagnie de l'épéiste Domas et de Okuro, un soldat qui comprend le langage des signes. Bojji se réveille et est tout aussi choqué de découvrir que son sac a disparu. La seule explication qui reste est qu'il a été volé par le pickpocket qui le suivait. Quelques heures plus tard, ils partent, et Domas gronde Okuro de n'avoir pas été vigilant et d'avoir permis que le sac de Bojji soit volé. Okuro reconnaît son erreur et promet que cela ne se reproduira pas. Puis, le lendemain, Bojji trouve, à sa grande surprise, le sac sur le bord de la route avec tous ses objets intacts, ce qui signifie qu'il n'a finalement pas été volé. Après cela, ils arrivent dans une ville rouge avec un gigantesque trou profond, connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Une fois arrivés, Domas demande à Okuro d'entrer dans la ville et de leur trouver un endroit où séjourner, tandis que lui et Bojji se dirigent vers les portes de l'enfer pour les observer de plus près. Peu après être arrivés aux portes de l'enfer, Domas pousse Bojji à s'avancer pour observer les flammes de plus près, et lorsqu'il est à la distance idéale, Domas le pousse dans le feu. Pendant ce temps, le roi Daihira dort profondément, mais fait un rêve où son frère finit par devenir plus fort que lui. À cause de cela, Daihira se réveille immédiatement et dit à son miroir magique qu'il veut prendre la puissance de son père sur le champ. Alors que le prince Bojji tombe dans les portes de l'enfer, se dirigeant vers sa perte, alors qu'il pense que tout espoir est perdu, une arbalète provenant de son sac est lancée, le projetant contre le mur, hors de portée du feu. Il se relève et est choqué de comprendre comment cela a pu se produire. Il regarde son sac et voit Cage sortir directement de celui-ci. Bojji se réveille et est tout aussi choqué de découvrir que son sac a disparu. La seule explication qui reste est qu'il a été volé par le pickpocket qui le suivait. Quelques heures plus tard, ils partent, et Domas gronde Okuro de n'avoir pas été vigilant et d'avoir permis que le sac de Bojji soit volé. Okuro reconnaît son erreur et promet que cela ne se reproduira pas. Le lendemain, Bojji trouve, à sa grande surprise, le sac sur le bord de la route, avec tous ses objets intacts, ce qui signifie qu'il n'a finalement pas été volé. Après cela, ils arrivent dans une ville rouge avec un gigantesque trou profond connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Une fois arrivés, Domas demande à Okuro d'entrer dans la ville et de leur trouver un endroit où séjourner, tandis que lui et Bojji se dirigent vers les portes de l'enfer pour les observer de plus près. Peu après leur arrivée aux portes de l'enfer, Domas pousse Bojji à s'avancer pour observer les flammes de plus près, et lorsqu'il est à la distance idéale, Domas le pousse dans le feu. Pendant ce temps, le roi Daihira dort profondément, mais fait un rêve dans lequel son frère finit par devenir plus fort que lui. À cause de cela, Daihira se réveille immédiatement et dit à son miroir magique qu'il veut assumer le pouvoir de son père sur le champ. Alors que le prince Bojji chute vers sa perdition dans les portes de l'enfer, pensant que tout espoir est perdu, une arbalète provenant de son sac est tirée, le propulsant contre le mur et hors de portée des flammes. Il se relève et est choqué de comprendre comment cela a pu se produire. Il regarde son sac et voit Cage sortir directement de celui-ci. Bojji verse alors des larmes de joie, car Cage a tenu sa promesse d'être toujours à ses côtés. Apparemment, Cage a été dans le sac de Bojji pendant tout ce temps, et c'est lui qui l'a sauvé des petits problèmes qu'il a rencontrés en cours de route. Cependant, Cage informe également Bojji que sa vie est en danger, et qu'il y a même un ordre de le tuer. Pour éviter cela, il parle à Bojji d'un homme qui vit sous les portes de l'enfer et qui est capable de rendre Bojji très fort. Après avoir dit cela, ils commencent tous les deux leur voyage pour rencontrer cet homme. Alors qu'ils marchent dans le hall,
ils rencontrent soudain un gaz vert mortel. Ils retiennent leur respiration et commencent à s'enfuir. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à temps et perdent tous les deux connaissance. Pendant ce temps, le roi Daihira se rend au sous-sol du château afin d'obtenir le véritable pouvoir de son père. En chemin, il est présenté aux 2 loyaux serviteurs du roi Boss, qui l'aideront à préparer le rituel. La grande porte-fenêtre est maintenant ouverte et Daihira voit le cadavre de son père gelé dans un bloc de glace pour des raisons de conservation. Cette mesure de conservation a été prise au cas où le roi actuel souhaiterait hériter du pouvoir du roi. Bojji verse alors des larmes de joie, car Cage a tenu sa promesse d'être toujours à ses côtés. Apparemment, Cage a été dans le sac de Bojji pendant tout ce temps, et c'est lui qui l'a sauvé des petits problèmes qu'il a rencontrés en cours de route. Cependant, Cage informe également Bojji que sa vie est en danger, et qu'il y a même un ordre de le tuer. Pour éviter cela, il parle à Bojji d'un homme qui vit sous les portes de l'enfer et qui est capable de rendre Bojji très fort. Après avoir dit cela, ils commencent tous les deux leur voyage pour rencontrer cet homme. Alors qu'ils marchent dans le hall, ils rencontrent soudain un gaz vert mortel. Ils retiennent leur respiration et commencent à s'enfuir. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à temps et perdent tous les deux connaissance. Pendant ce temps, le roi Daihira se rend au sous-sol du château afin d'obtenir le véritable pouvoir de son père. En chemin, il est présenté aux 2 loyaux serviteurs du roi Boss, qui l'aideront à préparer le rituel. La grande porte-fenêtre est maintenant ouverte et Daihira voit le cadavre de son père gelé dans un bloc de glace pour des raisons de conservation. Cette mesure de conservation a été prise au cas où le roi actuel souhaiterait hériter du pouvoir du roi. Le corps du roi laisse alors échapper un liquide sombre et visqueux, qui est le principal ingrédient utilisé pour préparer l'élixir que le roi Daihira doit boire. Mais à leur grande surprise, Daihira déclare qu'il ne le boira pas car il veut encore le mériter par lui-même. Le miroir magique l'entend et tente de le persuader de boire le sang sacré, mais Daihira refuse toujours. Son refus pousse les 2 serviteurs à tenter d'utiliser la force sur lui, mais Daihira se transforme en Bruce Lee pendant quelques secondes et parvient à les vaincre sans transpirer. Pendant ce temps, Domas pense que Bojji a été tué et s'éloigne de la porte de l'enfer avec un sentiment de culpabilité. Peu après, Okuro arrive et demande où se trouve Bojji. Domas lui explique alors ce qu'il a fait. Okuro ne prend pas cette nouvelle très bien, il sort son épée et commence à se battre avec Domas, mais il n'arrive pas à le vaincre. Alors qu'il est allongé sur le sol, Okuro se remémore un précieux souvenir de Bojji, ce qui l'aide à reprendre des forces et à poursuivre son combat contre Domas. Au cours du combat, il coupe la moitié de la main de Domas, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Okuro est assommé, après quoi Domas lui tranche entièrement la main. Au même moment, Cage et Bojji sont recueillis par des hommes à cheval et amenés devant un roi qui reconnaît que Bojji est le fils de King Boss. Après cela, le roi dit toujours qu'il ne peut pas l'aider simplement parce qu'il ne considère pas l'esquive comme un style de combat valable et aussi parce que Bojji lui manque la capacité fondamentale d'attaquer comme un épéiste. Cage fait de son mieux pour supplier le roi, mais il refuse toujours. Juste avant qu'il ne parte, Cage sort une lettre de recommandation qui avait été délivrée à Bojji il y a quelque temps. Le roi des chats lit cette lettre pendant quelques secondes, puis la déchire en morceaux tout en demandant aux gardes de les jeter dehors. Juste avant de partir, l'un des gardes attire leur attention en disant que l'homme qu'il cherchait n'est pas le roi des chats, mais plutôt son frère cadet nommé Despa, qui est connu pour avoir la capacité de rendre les gens puissants. Après que le chevalier ait dit cela, il remet à Cage la lettre de recommandation déchirée, pensant qu'elle pourrait leur être utile. Au milieu de tout cela, Cage est confus de savoir pourquoi le garde se donne tant de mal pour leur dire tout cela. Alors, il leur explique qu'il le fait parce qu'il veut voir comment le prince Bojji grandit et aussi parce qu'il éprouve de la pitié pour eux. Maintenant, au château, Happy entre dans le sous-sol où le rituel a lieu et lance un regard froid au roi Daihira, qui est très choqué de le voir. Daihira se souvient qu'il avait envoyé Beban le tuer auparavant, et le fait qu'Apis soit encore en vie
ne peut que signifier que Beban a été tué. Apis s'élance vers Dahira avec des intentions meurtrières, et juste avant qu'il ne puisse tuer Dahira, il entend une voix familière qui lui ordonne d'arrêter, venant du miroir magique. La femme dans le miroir est une dame nommée Miranjo, qui a été présentée à Apis par le roi Bos il y a longtemps et à qui il a prêté serment d'allégeance. Apis s'agenouille devant elle et lui explique qu'il a tenté de tuer le roi Dahira parce que c'était la volonté du roi Bos de faire de Boji le roi. Miranjo lui dit d'oublier cela et de se concentrer sur le fait de faire de Dahira le roi, après quoi elle lui explique les détails de son plan. Alors qu'Apis est penché, Dahira tente de le tuer, mais Miranjo le supplie de ne pas le faire, car il est désormais de leur côté. Après avoir entendu cela, Dahira lâche son arme. Soudain, Apis se lève et frappe Dahira à l'estomac, ce qui lui fait perdre connaissance. Pendant qu'il est inconscient, il le ramène dans la salle du rituel pour éponger le sang sacré dans le calice et le lui donner à boire. L'expression du visage d'Apis indique qu'il n'est pas d'accord avec cette idée, mais il n'a pas d'autre choix que de l'appliquer. Pendant ce temps, Cage et Boji parviennent enfin à localiser la maison de Despa. Ils frappent à la porte et c'est Despa lui-même qui l'ouvre, un homme blond avec des cils particulièrement soignés. Despa s'agenouille et lit la lettre de recommandation, découvrant ainsi que Boji est en réalité le fils du roi Bos. Le fait que Beban lui ait remis une lettre de recommandation ne peut signifier qu'une chose. Boji possède un talent considérable. Mais avant même d'envisager de prendre Boji comme élève, Despa tend la main et exige une forme de paiement, ce à quoi Cage s'est déjà préparé puisque Beban lui a donné de l'argent pour cela. Despa jette un œil à l'argent contenu dans le sac et déclare que ce n'est pas suffisant, alors Cage doit lui offrir toutes ses économies pour compléter, ce qui se résume à quelques trésors qu'il a volés au château. Une fois le paiement effectué, Despa les invite à entrer chez lui et leur souhaite chaleureusement la bienvenue, tout en leur demandant de s'asseoir pour qu'ils puissent évaluer Boji. Despa possède la capacité de percevoir des choses qu'une personne ordinaire ne peut pas voir. Il prend les mains de Boji et utilise son pouvoir pour constater que ce dernier n'a aucune force physique, ce qui le pousse à conclure que, peu importe les efforts qu'il fournira, Boji ne pourra jamais devenir plus fort. Cette déclaration brise le cœur de Boji, qui se lève et se dirige vers la porte, prêt à abandonner. Juste avant qu'il ne l'atteigne, Despa apparaît devant lui et lui dit qu'il souhaite tout de même l'entraîner, car il sent en lui un potentiel encore inexploité. Ainsi, leur entraînement commencera dès le lendemain. Le lendemain matin, Boji commence son entraînement en accomplissant de simples tâches ménagères, dans le but de renforcer sa constitution. Puis, un jour, après avoir goûté à un plat préparé par Boji, Despa découvre que ce dernier est l'enfant d'un géant, ce qu'il trouve plutôt étrange, car les géants sont généralement très grands et très puissants, tout le contraire de Boji. Il s'avère que l'estomac des géants est extrêmement résistant, au point que la plupart des poisons n'ont aucun effet sur eux, ce qui signifie que Boji n'a plus le droit de cuisiner pour Despa, sous peine de l'empoisonner accidentellement. À ce stade, Despa estime que Boji est prêt, alors il l'emmène dans l'armurerie afin de choisir l'arme qui lui conviendra parfaitement. Despa lui promet de lui enseigner toutes les techniques et compétences nécessaires pour faire de lui un adversaire invincible. À partir de ce jour-là, Boji prend ses corvées, ses études et son entraînement très au sérieux, au point que Despa commence à être impressionné, car Boji les accomplit désormais de lui-même, sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Un jour, alors que Cage balaie le porche, il entend un grand bruit venant de la salle d'entraînement. Il s'y précipite pour comprendre ce qu'il se passe. Il frappe à la porte et, lorsqu'on lui ouvre, Cage est stupéfait de voir Boji debout devant un énorme rocher fendu en deux. À ce moment de l'histoire, on apprend que, bien avant de devenir roi, Bos avait été présenté à un démon par Lady Miranjo. Ce démon lui avait accordé une immense puissance en échange d'une réduction de sa durée de vie. Une autre condition posée était que cette puissance ne serait libérée qu'au moment où il aurait un enfant. Après avoir reçu ces 16 instructions, Bos convoque la femme la plus forte du monde et lui demande de porter son enfant. Quelques mois plus tard, alors que Bos est sur le point de mourir sur un champ de bataille, il ressent soudain une puissante montée d'énergie, un signe que son enfant vient de naître. Grâce à cette nouvelle force, il parvient facilement à écraser ses ennemis à l'aide de son arme.
Après la bataille, il se rend auprès de Boji, son bébé nouveau-né, minuscule. Ce qui est ironique étant donné qu'il est le fils de 2 géants. De retour au temps présent, le rituel qui a été effectué sur Daihitta a permis à Boss de revenir à la vie en prenant possession de son corps. Assis désormais sur le trône, Boss demande à Miranjo, qui est actuellement censé être la personne la plus forte au monde, qui détient réellement ce titre. Il est surpris d'apprendre que ce n'est pas lui, mais Boji. Face à cela, Boss esquisse un sourire en disant qu'il trouve cela fort intéressant. Ensuite, Miranjo lui suggère qu'il serait préférable d'éliminer sa femme, la reine Healing. Pendant ce temps, Okuro est retourné au château, car il croit à ce moment-là que Boji est mort, et il souhaite apporter la terrible nouvelle à la reine. La veille, Domus l'avait averti de ne pas faire cela, estimant que la reine risquait de le faire exécuter pour avoir laissé Boji mourir. Mais Okuro est resté obstiné et a insisté pour informer la famille royale. Comme Domus l'avait prévu, la reine apprend la nouvelle et ordonne l'exécution de Okuro. Le lendemain matin, Okuro est attaché et conduit par un grand groupe de gardes prêts à procéder à l'exécution. Malgré les avertissements de la veille, Domus est tout de même venu pour le sauver. Il rabat sa capuche et passe à l'action. Grâce à son arme, il attaque les chevaliers pour créer une ouverture et tenter d'extraire Okuro. Mais son plan d'évasion est rapidement interrompu lorsque Kimbos surgit juste devant lui. Domus comprend immédiatement que ce n'est plus Daihitta, car quelque chose d'étrange se dégage de son aura. Un combat s'engage alors entre les 2 hommes, mais Boss parvient aisément à le dominer. Après cela, il lui retire son masque, révélant ainsi son identité. Boss annonce alors à tous que Boji n'est pas mort, mais qu'il suit actuellement un entraînement intensif dans le royaume souterrain. Cependant, le roi Boss décide de ne pas faire exécuter Domus. Il s'approche de lui et lui confie une mission, qu'il lui murmure à l'oreille. Puisque tout le monde sait désormais que Boji s'entraîne dans le monde souterrain, Boss charge Domus de le détruire. Domus, ayant perdu une main, demande à Okuro de l'accompagner. Il lui annonce également qu'il va lui enseigner l'art du maniement de l'épée, afin qu'ils bénéficient tous les 2 d'un avantage. Pendant ce temps, dans le royaume souterrain, Cage est occupé à balayer la pelouse. C'est alors que Despa sort de la salle d'entraînement en compagnie de Boji pour annoncer que ce dernier a désormais complètement maîtrisé les arts de Despa. Au même moment, le roi Boss révèle à la reine Healing qu'il a pris possession du corps de Daihitta, sans savoir ce qu'il est advenu de son esprit. Au début, elle refuse d'y croire, mais une fois que Boss parvient à le lui prouver, elle s'évanouit sous le choc, incapable d'accepter une telle vérité. Plus tard dans la nuit, la reine Healing fait un cauchemar concernant son fils Daihitta. Pendant ce temps, le roi Boss a donné l'ordre à 3 monstres lions d'assassiner Healing. Ceux-ci s'approchent de sa chambre à minuit pour accomplir leur mission. Dorsch, le garde du corps de Healing, veille sur elle pendant son sommeil. Il ressent que le danger approche et sort dans le couloir, où il aperçoit les 3 lions venus tuer la reine. Avant de partir à leur rencontre, il ordonne à la servante de ne laisser sortir Healing sous aucun prétexte, sachant que le combat qui s'annonce va être des plus violents. Peu après, le combat commence, et Dorsch parvient à tenir tête aux lions, démontrant ainsi à quel point il est fort. À un moment, les lions réussissent à lui infliger une griffure, mais heureusement, cela ne semble pas l'affecter grâce à une armure qu'il porte discrètement sous ses vêtements. Dans les derniers instants du combat, Dorsch décide de passer aux choses sérieuses. Il libère toute sa puissance, infligeant au monstre des dégâts bien plus intenses. Mais son élan est brutalement interrompu lorsqu'il est transpercé par les griffes des lions, ce qui provoque une énorme perte de sang. Malgré cela, il rassemble ses dernières forces pour leur porter les coups de grâce. Quelques heures plus tard, il se réveille dans son lit. Lorsque Dorsch se réveille enfin, la reine Healing le remercie sincèrement de l'avoir protégé la nuit précédente. Elle lui annonce ensuite qu'elle compte attaquer directement le roi Boss, persuadée que c'est lui qui a ordonné l'assassinat. Pendant ce temps, le véritable Daida se trouve dans un abîme sombre et vide, qui semble ne jamais finir. Il marche pendant des heures sans fin et commence à se demander s'il restera prisonnier de cette obscurité pour toujours. Le lendemain matin, la reine Healing se présente devant le roi pour le confronter et lui demander pourquoi il a pris possession du corps de Daida. Le roi Boss ne lui répond pas clairement, se contentant de dire que cela relève d'une affaire de la plus haute importance. Insatisfaite de cette réponse,
la reine commence à lui hurler dessus à plein poumon. Au même moment, Daida, enfermée dans l'obscurité, entend cette voix familière et reconnaît celle de sa mère. Il commence alors à l'appeler, espérant attirer son attention. De manière inattendue, la reine Healing entend ses appels, qu'elle localise comme provenant de la poitrine du roi Boss. Elle sort alors sa dague et tente de le libérer en le poignardant, croyant que ce geste permettrait de sauver son fils. Mais Dorch intervient à temps et la frappe pour l'assommer, sachant pertinemment que blesser le roi Boss revient aussi à blesser le corps de Daida. Si elle l'avait poignardé, Daida aurait disparu à jamais. À la suite de cela, le roi Boss ordonne à Dorch d'emmener la reine loin du royaume, car il sait que sa vie est désormais en danger. De retour dans la maison du monde souterrain, Despa annonce que Bojji a terminé son entraînement et qu'il a complètement maîtrisé les arts. Cage, stupéfait d'entendre cela, remarque que Bojji a désormais une large épée attachée à sa ceinture. Mais lorsqu'il la dégaine, Cage est déçu de découvrir qu'il s'agit en réalité d'une fine épée ridicule. Despa exhorte Cage à ne pas douter de lui et le rassure en affirmant que Bojji est bel et bien devenu un maître, même avec cette petite lame. Environ 1 heure plus tard, tous trois se rendent dans une taverne locale pour célébrer les progrès de Bojji autour de quelques verres. Alors qu'ils profitent de leur moment, 3 hommes lézards débarquent soudainement à leur table et commencent à insulter Bojji et Despa. À un moment donné, Despa, excédé, se lève et attaque l'un d'eux, mais il se fait immédiatement rouer de coups, montrant qu'il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Bojji entre alors en scène et fait tomber l'adversaire avec des coups de poing totalement inoffensifs, ce qui surprend Cage. Despa lui tend ensuite son épée, que Bojji utilise pour mettre son ennemi KO d'un seul coup. Après cela, Cage reste confus quant à la manière dont Bojji a réussi tout cela. Alors, il plante une épingle dans sa propre paume pour comprendre. Étonnamment, l'épingle ne lui cause aucune douleur, car elle touche un récepteur insensible à la douleur, ce qui est justement la méthode que Bojji utilise pour assommer ses adversaires. Pendant les combats, Bojji emploie son épée semblable à une aiguille pour stimuler directement les nerfs tout en évitant de toucher les organes vitaux. En d'autres termes, Bojji est capable de vaincre complètement un adversaire sans lui infliger de dommages permanents, bien qu'il puisse aussi, s'il le souhaite, lui ôter la vie à tout moment. Alors qu'ils rentrent chez eux, Despa s'éclipse discrètement et va rejoindre les hommes lézards qui les avaient attaqués un peu plus tôt. Il s'avère que Despa les avait engagés dans le but d'observer Bojji dans un vrai combat. Après avoir reçu leur paiement, l'un des hommes, celui qui a affronté Bojji, confie qu'il a ressenti l'aura de Bojji, si puissante qu'il savait dès que ce dernier avait pris son épée qu'il allait perdre. Pendant leur trajet de retour, Cage commence à se demander qui a bien pu entraîner Bojji à devenir aussi rapide et agile. Bojji entend cela et commence à expliquer que, lorsqu'il était plus jeune, le serpent géant de Beban l'avait secrètement entraîné chaque jour à améliorer sa vitesse en lui lançant des pierres. Grâce à cette compétence acquise auprès de Despa, il décide qu'il est temps de retourner au royaume. Dans l'obscurité, Daida commence à comprendre que c'est ainsi que Bojji a vécu toute sa vie, isolé et incompris. Quand ils étaient petits, ils jouaient ensemble, mais en grandissant, sa mère lui avait dit un jour que Bojji était un faible incapable de se débrouiller seul. Elle lui avait alors confié la responsabilité de devenir fort pour le protéger. Quelques années plus tard, on lui offrit un miroir magique qui, au début, lui prodiguait de bons conseils et lui adressait beaucoup d'éloges, jusqu'à ce que cela obscurcisse son jugement. Petit à petit, il en vint à mépriser son frère Bojji. Alors qu'il erre toujours dans les ténèbres, Daida aperçoit une fillette assise au loin, en train de pleurer. Il court vers elle et tente de la réconforter en lui promettant qu'il fera tout pour qu'ils sortent ensemble de cet endroit. Soudain, un groupe d'individus sans yeux surgit derrière lui et commence à insulter la petite fille, affirmant que c'est elle qui les a tous tués. La fillette est tellement traumatisée qu'elle prend la fuite en pleurant, mais au bout de quelques secondes, elle trébuche et tombe au sol, faisant tomber son masque. Daida regarde le visage de la fillette et est terrifié en constatant que toute la peau en a été arrachée. Puis, il baisse les yeux et voit que ses mains ont également été tranchées. Bien qu'il soit d'abord pris de panique, il finit par trouver le courage de repousser les individus qui la harcelaient. Une fois cela terminé, la fillette se présente à lui sous le nom de Miranjo.
Daida lui promet alors de rester à ses côtés et de les faire sortir tous les deux de cet endroit. Pendant ce temps, le roi des chats se rend dans une cellule de prison pour vérifier l'état de l'un de ses criminels les plus notoires. Mais à sa grande surprise, la cellule est vide. Il détecte une légère odeur de mort émanant de la pièce, ce qui lui confirme que les gardes n'y sont pour rien. Il en déduit qu'il s'agit d'une évasion orchestrée depuis l'extérieur par un homme nommé Uken, surnommé le roi épéiste du monde souterrain, un combattant redoutable, capable d'utiliser de nombreuses techniques à l'épée. Peu après, le roi des chats découvre que les criminels évadés se sont infiltrés dans le royaume de Boss. Il rassemble alors ses soldats et leur annonce que ses ennemis comptent profiter du chaos actuel pour s'emparer du royaume de Boss. De leur côté, Cage et Bojji font leurs adieux à Despa, prêts à entamer leur voyage de retour vers le royaume. Mais avant même de pouvoir partir, un groupe de soldats arrive, expliquant que le royaume est envahi par des criminels venus de l'Underworld et qu'ils souhaitent que Bojji se joigne à eux. C'est précisément l'occasion que Bojji attendait depuis longtemps. Sans hésiter, il accepte la main tendue par les soldats et se joint à eux pour cette mission. Au même moment, la reine Healing et une poignée de SE soldats reviennent de force au château. À leur arrivée, ils apprennent que le roi Boss a été capturé par des criminels. La reine, affolée, se précipite immédiatement sur les lieux, sans savoir qu'elle est observée de loin par Miranjo. Pendant que Bojji et les soldats s'approchent du royaume, ces derniers expliquent que les objectifs des criminels sont probablement de renverser la monarchie, voire de prendre le contrôle du pays tout entier. Sismo ravive chez Cage un souvenir important qu'il n'a pas encore révélé à Bojji. D'après le capitaine, une personne a aidé ces criminels à s'échapper de l'Underworld et à entrer dans le royaume. Un flashback révèle alors que cette personne n'est autre que Miranjo. Ce jour-là, après les avoir libérés de leur cellule, les criminels lui demandent pourquoi elle a fait cela. Miranjo leur répond simplement qu'ils sont désormais libres de faire ce qu'ils veulent, que ce soit attaquer la ville ou conquérir le royaume tout entier. Cependant, les criminels restent perplexes, ne comprenant pas ce que Miranjo espère retirer de tout cela. 6 criminels portent chacun un nom: Zaku, Jigan, Kimbo, Okun, Black et Red. Alors qu'ils étaient escortés pacifiquement hors de la prison, Black et Red surgissent soudainement et tuent sur le champ les 2 gardes chargés de leur escorte. Apu prépare son arme, prêt à engager le combat, mais Zaku s'interpose et supplie ses camarades de ne pas s'opposer au camp de Miranjo. Il les met en garde. S'ils choisissent le mauvais camp, ils risquent de rester piégés pour toujours dans la salle mystique. 6 compagnons trouvent ces paroles sensées, alors ils baissent leurs armes et acceptent de suivre Apus, qui les conduit vers le royaume. Peu de temps après, ils arrivent au château où le roi Boss est ligoté avec des cordes. Miranjo observe la scène à distance. Boss est alors jeté au sol, puis emmené dans les cachots. Avant de quitter la salle, Kimbo s'empare de la couronne et va s'asseoir sur le trône, déclarant qu'il souhaite devenir le nouveau roi. Mais Okun n'est pas d'accord avec cette décision. Il s'approche alors de Kimbo avec l'intention de l'éliminer. Zaku, qui observe la scène, pense qu'Okun ne pourra pas battre Kimbo à lui seul. Cependant, si Okun parvient à l'affaiblir, Zaku se dit qu'il pourra achever le travail. À la surprise générale, Okun se plante devant Kimbo et se met à trembler de peur. Il finit par lui tourner le dos et s'en va, ce qui pousse les autres criminels à le considérer comme un lâche. Juste après, Miranjo leur ordonne de la suivre jusqu'à la porte principale du château. Une fois les autres partis, Okun se retourne soudainement, fonce sur Kimbo et utilise sa magie pour l'immobiliser sur place. Il le poignarde à plusieurs reprises, sans pitié, jusqu'à ce que Kimbo meure. Zaku assiste à toute la scène et comprend alors qu'Okun cachait ses véritables capacités depuis le début. Alors que le corps de Kimbo gît au sol, Okun tend la couronne à Zaku et lui propose de devenir le nouveau roi. Peu après, le cadavre de Kimbo est jeté dans la forêt. Devant les portes du château, Dorch et plusieurs chevaliers aperçoivent Apus tenant un miroir. Naturellement, ils pensent qu'il est le responsable de toute cette agitation, mais c'est alors que Miranjo prend la parole. Elle leur révèle que c'est elle, et non Apus, qui est derrière tout cela. En entendant sa voix, Dorch est stupéfait. Il se souvient très bien qu'elle était morte durant la dernière guerre. Il lui demande pourquoi elle fait tout ça. Miranjo lui répond clairement. Elle souhaite entraîner la ruine totale de ce royaume. Maintenant que les intentions de Miranjo sont claires,
elle envoie une armée entière de lions monstrueux pour tuer Dorsch et les autres. Cependant, ils parviennent facilement à vaincre la première vague de créatures, ce qui pousse Dorsch à croire que ce combat sera une simple formalité. Mais une chevalière nommée Anne le met en garde. Ces monstres n'ont été envoyés que pour mesurer la portée de leurs armes. Quelques secondes plus tard, environ 5 de ces bêtes sauvages bondissent en même temps sur Dorsch, le clouant au sol. Heureusement, grâce aux implants métalliques qu'il a dans le dos et les talons, il réussit à se libérer immédiatement. Miranjo est impressionnée par cette performance, mais elle est persuadée que, peu importe leurs efforts, la mort finira par les rattraper. Elle fait alors appel aux criminels Black et Red pour qu'ils rejoignent le combat. Ceux-ci lui demandent de rappeler les lions, convaincus qu'ils peuvent se charger de leurs ennemis à eux seuls. Miranjo accepte, mais ordonne ensuite à ces 2 criminels d'aller traquer la reine Healing à la place. Malgré tout, Dorsch parvient à repousser à la fois les lions et les 2 assassins. Alors que la situation devient critique, Dorsch souffle dans un sifflet pour alerter le cheval chargé d'évacuer la reine. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, elle est interceptée par Okun, le démon. Dès son arrivée, il lui tranche la main avec son épée. Un coup qui ne l'inquiète guère, car elle peut la soigner grâce à sa magie. Anne surgit juste à temps et utilise ses kunai pour percer les yeux et la bouche d'Okun. Elle pense l'avoir tué, mais à sa grande horreur, Okun se régénère instantanément, puis lui tranche la gorge. Ce spectacle fait perdre son sang-froid à la reine Healing, qui utilise sa technique de lumière sainte pour aveugler Okun, le forçant à se replier. Elle soigne immédiatement la blessure d'Anne à l'aide de sa magie. Mais la situation reste critique. Dorsch a reçu un coup fatal de la part de Jigga, et les autres soldats sont tous inconscients. Pour ne rien arranger, un nouveau groupe de lions monstrueux entoure la reine. Alors qu'ils s'apprêtent à l'attaquer, une lance surgit de nulle part et transperce l'un des monstres. Ce sauvetage inattendu vient d'Apus, qui ne peut se résoudre à voir la reine mourir. Il lui fait aussitôt signe de fuir. Apus appelle ensuite Dorsch par son nom, ce qui le réveille et déclenche en lui une montée d'adrénaline. Revigoré, Dorsch se jette à mains nues sur les bêtes restantes et les bat sauvagement. Pendant ce temps, Okun a atteint les quartiers civils, semant la panique parmi les habitants qui fuient dans tous les sens. C'est alors que l'on apprend que c'est Miranjo elle-même qui avait supplié le roi Boss d'avoir un autre enfant, croyant que cela l'aiderait à prolonger sa vie. À cette époque, le roi Boss n'était pas très enthousiaste à l'idée d'avoir un second enfant, car il savait qu'une femme géante ne pouvait donner naissance qu'à un seul enfant. Miranjo, de son côté, était parfaitement consciente de cela. C'est pourquoi elle avait déjà prévu que Healing deviendrait la nouvelle reine. Avec le temps, le 2e enfant du roi Boss vit le jour, Daihita. Pendant ce temps, dans la zone civile, les soldats font tout leur possible pour affronter Okun, mais leurs efforts sont vains. Ils finissent tous par être éliminés. Heureusement pour eux, Bojji et les autres arrivent sur place peu après, ce qui redonne espoir aux soldats de pouvoir enfin arrêter Okun. Cependant, avant que le combat ne commence, le capitaine se souvient que le prince d'Espa lui avait expressément dit de ne pas affronter Okun avant son arrivée, car il n'était pas de taille face à lui. Despa lui avait aussi révélé qu'Okun était l'ennemi naturel de Bojji et qu'il ne devait en aucun sens le laisser combattre contre lui. Mais comme Despa est introuvable à ce moment-là, le capitaine comprend qu'il n'a pas d'autre choix que d'agir par lui-même, même s'il n'a que peu d'espoir de vaincre Okun. Afin de protéger Bojji, il lui ordonne, ainsi qu'à Cage, de se rendre au palais pour tenter de sauver la reine. Au même moment, Dorsch se fait arracher la jambe gauche alors qu'il tente de protéger la reine. Ce coup dur semble néanmoins lui donner un regain d'adrénaline qui lui permet de se battre encore un peu contre les lions. Mais il ne faut pas longtemps avant que les monstres ne le submergent, et sentant sa fin proche, Dorsch supplie la reine de fuir pour sauver sa vie. C'est alors que le gigantesque serpent de Beban surgit du sol et attaque les lions, libérant Dorsch de leur emprise. Le serpent rassure la reine. Elle ne doit pas avoir peur de lui, car il est le petit serpent qu'elle avait sauvé autrefois, alors que Bojji n'était encore qu'un enfant. Maintenant que le danger immédiat est écarté, Healing court vers Dorsch et utilise sa magie pour soigner ses blessures, le ramenant à son état initial. Mais soudain, un monstre surgit de nulle part et commence à frapper le serpent violemment de gauche à droite. Alors qu'il s'apprête à lui porter le coup de grâce, il perd soudainement connaissance, juste au moment où Bojji et Cage arrivent sur les lieux.
Une fois réunie avec sa mère, Bojji la supplie de soigner le serpent. Mais la reine a déjà épuisé toutes ses potions magiques et n'a plus la force de soigner qui que ce soit. Heureusement, Cage avait tout prévu. Il sort une fiole de potions qu'il donne à Healing, lui permettant de restaurer sa magie et de guérir complètement le serpent. Au même moment, Igen sort de son coma et tente d'abattre Bojji avec son énorme marteau. Mais à la grande surprise de tous, Bojji parvient à détruire le marteau d'un simple toucher de son épée, puis il met le monstre KO d'un second coup. Cage attache ensuite le monstre et attire l'attention de Bojji sur le serpent de Beban, désormais complètement guéri. Soudain, la reine Healing remarque la présence de Cage et lui demande qui il est et ce qu'il fait ici. Il lui répond simplement qu'il est l'ami de Bojji. Mais la reine ne le croit pas, sentant en lui une aura maléfique. Malgré cela, elle l'invite tout de même à prêter allégeance à Bojji, en jurant de risquer sa vie pour le protéger. Cage trouve cette demande absurde et la traite d'idiote, refusant catégoriquement. C'est alors que le serpent de Beban intervient et explique que Cage a toujours été celui qui a protégé Bojji et l'a guidé sur le bon chemin jusqu'à présent. La reine comprend alors son erreur, s'agenouille devant Cage et lui présente ses excuses pour ce malentendu. Cage se retourne et voit que Bojji semble triste à la vue des lions blessés. Mais sans qu'il s'en rende compte, la mère de Bojji vient et les soigne à l'aide de sa magie. Les lions, désormais guéris, ne se montrent plus hostiles. Bien au contraire, ils choisissent de devenir loyaux envers Bojji. Jigan fait de même en s'inclinant devant lui après avoir reconnu sa force. Suite à cela, la reine Healing encourage Bojji à adopter une attitude digne de son rang royal, afin qu'il puisse obtenir le respect qui lui revient de droit. Pendant ce temps, dans la zone civile, Okun est sur le point d'achever les derniers soldats lorsqu'un éclair sacré le frappe violemment, le mettant hors d'état de nuire. Ce sort sacré semble avoir été lancé par le prince d'Espa, qui observe la scène en toute discrétion depuis une ruelle. Peu après, Bojji décide de retourner dans l'Underworld pour y ramener les lions dans leur habitat naturel, mais aussi pour empêcher Domus de détruire le royaume souterrain, ce dernier ayant reçu cet ordre.